Bonjour Magali Salut Johanna. et bonjour tout le monde. Je m'appelle Ioana Sima et je suis opératrice externe et étudiante à l'Académie Calogero Grifassi, pendant que Magali est support télépathe de la méthode Calogero Grifassi. Étudiante aussi. Étudiante aussi. Aujourd'hui, nous participons au cycle investigatif numéro 251, premier protocole. Le protocole que nous allons suivre est défini comme mixte. Il est composé de deux parties. La première partie, c'est la partie fixe avec des questions données que nous ne pouvons pas aller approfondir, tandis que la deuxième partie du protocole est définie comme une exploration libre dans laquelle on approfondit les questions de la partie fixe. Magali ne connaît pas le sujet d'aujourd'hui afin d'éviter toute contamination de l'information. Et vous pouvez retrouver mes coordonnées dans la boîte de description en dessous de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient me contacter pour une session personnelle. Magali, je vois que tu es déjà installée confortablement. Alors, on va partir. Tu peux faire 3 respirations profondes. Et maintenant, je vais compter lentement de 5 à 1 pendant que ton corps se détend profondément. 5. Concentre ton attention sur ta respiration et tu peux sentir l'air qui circule dans tes narines jusqu'à tes poumons. Tu ressens une profonde relaxation. En ce moment, tout son ou mouvement que tu entendras à l'extérieur te fera te détendre encore plus profond. 4. Ressens ton corps devenir de plus en plus lourd. Tu sens les points de contact de ton corps avec la surface sur laquelle tu te trouves. À partir du haut de ta tête et en allant jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au bout de tes jambes, tu ressens une détente profonde et toute tension disparaît. Trois. À chaque inspiration et expiration, ton corps se détend et tu commences à te tourner vers ton intérieur.
pendant que ma voix te guide, Magali. Et depuis cet état de relaxation, tu commences à entrer en contact avec l'environnement subtil. Très très bien. Et maintenant, pendant que je compte de 1 à 3, connecte-toi à la ceinture d'Orion et dis-moi ce que tu visualises et ce que tu perçois. 1, 2, 3. Tout un amas de planètes avec leurs satellites, des comètes, une ceinture, des planètes qui sont plus ou moins organisées, les unes par rapport aux autres, qui respectent forme de distance. Les satellites, pas pour toutes les planètes. Et de temps en temps, des météorites qui traversent tout ça. Bien. Les 3 étoiles alignées qui forment la ceinture d'Orion sont appelées Alnitak, Alnilam et Mintaka. Connecte-toi à ces 3 étoiles et dis-moi quelle fréquence tu perçois. Pour chacune d'elles, Si tu veux, dis-moi tout ce que tu perçois. tu peux me répéter les prénoms, les noms, pardon. Oui, alors la première c'est Alnitak, la deuxième c'est Alnilam et la troisième c'est Mintaka. Tu peux dire première, deuxième ou troisième si c'est plus facile pour toi. Mintaka est une fréquence un peu plus lourde. Une sorte de centrale d'organisation. La deuxième, plus fréquence, une vie où il y aurait plus de vie. Première a l'air d'être plus sauvage. Bien. Les 3 pyramides de Gizeh sont-elles alignées avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orion? Oui, non ou seulement partiellement? Plus trop maintenant. Plus trop, donc partiellement. Oui. Il y a eu une déviation de la Terre à un moment donné. Ok. Alors, si oui ou en partie, pourquoi sont-elles alignées? Dis-moi ce que tu perçois à leur sujet. Les 3 planètes, Les
pyramide Ah, avec les 3 étoiles de la ceinture de l'Orion. oui. Pourquoi sont-elles alignées ou sont-elles partiellement alignées, comme tu l'as dit? J'entends technique, j'entends reproduction, Oui. j'entends caractéristique. C'est comme si on avait voulu reproduire des caractéristiques, des spécificités. Mmh. Bien. Existe-t-il d'autres pyramides sur Terre dont tu perçois le même alignement? Oui, non ou partiellement? Je vois la jungle, je vois la jungle en Amérique du Sud. Je sais pas où c'est. Je vois, je vois la jungle, mais apparemment, on n'a pas encore bien dégagé cet endroit, de nos jours, en tout cas. Mmh. OK. Mais Pour c'est pareil, il y a pas l'alignement est partiel, en fait. Mais au départ, c'était prévu que ce soit aligné, effectivement. Mais mmh, entre-temps, il y a eu une déviation. bien. Pourquoi ont-elles en partie le même alignement? J'entends, c'est la même race qui a la même race qui étaient les architectes. Mmh. Je vois la même race qui ont été les architectes. Bien. Il y a un dénominateur commun, ouais. Ouais, OK. Y a-t-il eu de la vie dans les étoiles de la ceinture d'Orion? Oui, Bien. OK, alors on a maintenant terminé la partie fixe et on va passer à l'exploration libre. Reste où tu es avec la vie dans les étoiles de la ceinture d'Orion. mmh, Alors, plus tôt, tu m'as dit que sur la deuxième étoile, donc Alnilan, il y avait une fréquence qui peut-être pourrait supporter une vie. mmh. Va là-bas, Magali, va sur cette étoile Mmh. et observe. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Des choses en intraterre, une Mhm. vie en intraterre. Mais c'est très étrange parce que, ça a beau être, et c'est immense, c'est immense. Il y a ça grouille de vie, c'est lumineux, Mhm. heu, il y a une forme d'architecture, il y a de la végétation et c'est sous terre, c'est en intraterre.
Est-ce que tu vois des êtres? Est-ce que tu perçois des êtres? Oui, oui. Comment ils ont l'air? Ils sont comment? Ils sont bipèdes. Il y a des animaux aussi, mais ils sont bipèdes. Je dirais les habitants sont bipèdes Mhm. et ils ont des qu'on appelle ça? Des caractéristiques, communes, mais avec, des faciès et des couleurs différentes un petit peu, mais, assez proches. Ça peut, D'accord. Et pendant que tu observes, observe aussi ce qu'ils font, avec quoi ils s'occupent. j'ai envie de dire, c'est un peu organisé comme une société. Il y a il y a des personnes qui œuvrent, pour alimenter les autres. Il y en a qui façonnent, il y en a qui c'est très vivant. Bien. Prends un de ces êtres Oui, et lis son ADN. Qu'est-ce que tu perçois? reptilien. D'accord. Est-ce qu'il y a que des reptiliens là-bas? Si je prends plus ou moins hybridé. Il y a des Mhm. hybrides aussi. C'est, si je prends l'échantillon dans des activités différentes, il y a, dans les, personnes qui ont des tâches un petit peu dures, hein, c'est, des hybrides, mais, de Oui. voilà, avec des pourcentages un peu différentes les unes des autres, mais ils sont un peu hybridés. Ok. Bien. Maintenant, déconnecte-toi de là-bas, Magali, et allons sur la première planète, Alnitak. Mmh. Tu as dit qu'elle était un petit peu sauvage. Mmh. Qu'est-ce que tu observes là-bas? Moins de, il y a pas de enfin il y a pas, du il y a pas une civilisation organisée, on va dire. Il y a des êtres, hein, mais, il y a pas de ville ou de structure, d'infrastructure. Mhm. C'est plus sauvage. Que sont ces êtres? Il y a beaucoup plus d'animaux, beaucoup plus de races, et je vois alors là, je vois, un camp un peu guerrier. Il y a apparemment un camp un peu guerrier et militaire, avec, des êtres un petit peu plus, comment on pourrait dire? Bruts, un peu plus rustiques. Quel ADN ils ont? Hem, je sais plus comment ça s'appelle, mais, ça ressemble plus à des dragons,
mais pas très, comment dirais-je, pas très futé. J'ai pas le bon terme, mais pas. hum, euh, c'est pas, voilà, ça obéit à des ordres. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais Ok. c'est l'utilisation de leur brutalité, de leur côté brut. Mais Mhm. c'est un camp que je vois parmi cette végétation luxuriante avec des animaux. C'est juste, voilà. C'est un peu comme si on les avait mis là pour qu'ils soient camouflés par, je sais pas. Ouais. Mais allons voir. Allons voir. Au camp militaire. Trouve un être. Dis-moi quand c'est bon. Ouais. Il est Mm. devant toi. Mm. Comment tu perçois? Écoute, je reste un peu à distance. Ok. Il est grand? Euh, ouais, ouais. Grand et vraiment le brutosaure, quoi. D'accord. Mm. Augmente tes fréquences, Magali. On est en observateur. Tu te sens bien? Oui, 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 oui. Bon. Mais voilà. Alors, demande-lui Pas les si... chatouiller. Bon, on va pas le chatouiller, on va lui poser des questions. Demande-lui s'il veut bien répondre. Et ils voient pas trop l'intérêt. D'accord. Pourquoi il voit pas trop l'intérêt? Ça, apparemment, ça l'intéresse pas. D'accord. Comment il s'appelle? Artlac. Hmm, Art, Artlac. Arlac. Art, D'accord. Artlac. Ok. Ça fait longtemps qu'il est là, dans ce camp? Oh, il est né là, apparemment. D'accord. Hmm. Je le vois grandir là, ouais. Ah ouais? Mm. Entraîné spécialement. Mhm. Je sais pas s'il voit autre chose à part quand il part en mission. D'accord. Il a sa famille là-bas aussi? Non, non, ils sont pas. Il n'y a pas de. Ils sont nés, comment dirais-je, en couveuse, une forme de couveuse là. Je sais pas comment on appelle ça. Hmm, je vois. Ok. Et dans quel but ils sont sur cette planète? Et pourquoi ils sont pas sur l'autre planète avec les autres? Ben, parce que ça cohabiterait pas bien. Ils sont assez violents. Ils ont cette Hmm. espèce de brutalité qui font que quand on les lâche en tant que guerriers, il n'y a pas grand-chose qui résiste, quoi. Et ils ont combattu dans le passé beaucoup? Oui. Où ça? Dans tout ce qui était un peu guerre galactique ou choses comme ça. Quand ils attaquent une planète ou quand il y a des conflits, ils ont été déjà utilisés, ouais. Mhm. Ils ont été utilisés par qui? Qui leur donne les ordres? Ouais, ouais, des massacres, c'est ancien, mais pas des grands, comment on peut appeler ça, des gouverneurs, D'accord. mais tout dépend de la, Du type de la mission? ouais, et Ok. puis tout dépend des ordres reçus aussi. Mais en Mhm. général, eux, on les lâche que quand il faut pas faire dans la dentelle, quoi. D'accord. Est-ce qu'il sait ce qu'il y a sur la troisième planète, sur Mintaka? Sur Mintaka, je vois plutôt ce que je disais,
Une Je- centrale d'organisation. Ouais, c'est ça, un peu où tous les gouverneurs, tous les décideurs, c'est plus, je peux pas dire administratif, non, parce que ça fait un peu gnangnan administratif, mais des décideurs, ouais, décideurs, des stratèges, des organisateurs. Même au niveau, ils peuvent prendre des décisions par rapport à l'organisation militaire, mais ils peuvent prendre des décisions aussi euh, par rapport au comment faire les cultures, quoi décider, voilà, pour nourrir tout ce petit monde en fait. Bien. Maintenant, Magali, déconnecte-toi totalement de la base militaire. Tu te déconnectes de cet être et de cette base militaire. Ouais, parce que j'étais Déconnecte-toi. encore avec. Très, très bien. Eh bien, allons voir cette centrale d'organisation sur Mintaka. Ouais, l'architecture est plus froide, c'est pas gai, hein, C'est sur l'étoile ou en dessous? Écoute, il y a un petit peu des deux, mais on dirait qu'il y a des structures un peu en forme de dôme protecteur. C'est-à-dire qu'il y a un peu des deux. Il y a du en dessous, je verrais plutôt tout ce qui est engin, garage, choses comme ça, avec pareil, quelques bureaux, quelques labos, quelque chose comme ça. Et puis, il y a des structures à la surface, mais sous des dômes transparents, comme s'il fallait se protéger de peut-être soit les météorites là, qui peuvent Oui. arriver un peu n'importe comment, soit peut-être l'atmosphère qui aurait changé, qui aurait fait que... Et je pense que c'est plus se protéger des pluies de météorites qui peuvent arriver par vague. Bien. Comme il n'y a Quelle pas, je vois pas d'atmosphère, donc du coup pas spécialement de de protection. protection? Ok. Bien. Quelle race tu vois à l'intérieur de cette construction? Alors là, c'est particulier parce que je vois des, pareil, des reptiloïdes, mais j'ai l'impression qu'il y a des zones où il y a d'autres races qui, Exactement. qui peuvent être qui peuvent être représentées. Tu sais, un peu comme nos diplomates, nous, hein, qu'on peut Mhm. avoir dans un autre pays ou quoi, ou qu'est-ce. On dirait qu'il y a un peu de ça aussi. Dis-moi, quelles autres races tu perçois? Ah, trois. Alors, je Un. vois des insectoïdes. C'est Très, les très pre- bien. Voilà. Il me semble qu'il y a des hybrides un peu plus humains, mais c'est pas complètement humain si je Mhm. fouille un peu dans l'ADN. Mais il y a de l'humain dedans. Euh, C'est bien. Donc, il y en a plusieurs. ouais, Alors, il y a plusieurs. Ouais. tu me parles, tu me dis que c'est une centrale d'organisation et tu m'as parlé de décision. Oui. Alors, Mm. en quoi consistent ces décisions? Dans tous les domaines, Tous les domaines. ça peut être effectivement juste organiser le quotidien par rapport aux cultures, les saisons, les décisions par rapport aux constructions. Ça peut être, et puis après, c'est des stratèges militaires, ça peut être des décisions par rapport aux relations intergalactiques. Je vois un peu tout. Ouais, ça travaille du cerveau, là.
J'ai le cerveau qui chauffe là. Sur quelle planète ils agissent? Sur combien et sur quelle planète ils agissent? Et c'est pas spécialement agir, mais c'est surveiller aussi. Surveiller et décide. Oui. Et décider, c'est pour la survivance de tous les habitants de la ceinture, en fait, quels qu'ils soient. Tu vois, les espèces de dragos, machin, là, ils sont pas fufutes pour se faire à bouffer. Donc, les autres vont ce qu'on pourrait appeler les agriculteurs vont être obligés non seulement de nourrir une partie de la population, mais aussi cette partie-là, quoi. Mhm. D'accord. Bien. Ils sont pris en charge par... c'est toute une organisation. Chacun a son rôle et il faut assurer la survivance alimentaire, il faut assurer la survivance dans tous les domaines, en fait, comme dans une ville, Je comprends. Donc ça, c'est seulement lié à la ceinture d'Orion pour l'instant. Ouais, mais Alors, par contre, avec la troisième, là, il peut y avoir des connexions avec d'autres planètes, mais du fait qu'il y a ces fameux, entre guillemets, diplomates qui représentent mhm, d'autres parties de la galaxie, on va dire. oui. Alors, quel lien a cette centrale d'organisation avec la Terre? Observe, observe échange énergétique, observe diplomate, observe tout sur tous les points de vue, sur tous les plans. Quel lien ça a avec la Terre? C'est des liens très, très anciens. À une époque, ça circulait beaucoup mieux. C'était plus dans la matière, cette circulation. C'est-à-dire que il y avait beaucoup d'échanges. Alors, ça utilisait effectivement des passages par des euh, Portail. portails, où je vois effectivement des connexions avec des vaisseaux qui passent ces portails. Euh, Ça, c'était il y a très, très, très longtemps. Il y en avait beaucoup plus. Il y Mhm, avait vraiment beaucoup d'échanges et ça, tu pouvais te voir passer un truc au-dessus de ta tête. Voilà, c'était presque normal, quoi, à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu plus discret et j'ai même la sensation que c'est pas visible pour tout le monde. Parce pour, que il se déplace toujours par ces portails, mais ces portails sont un peu plus planqués. Et c'est comme s'il y avait une fréquence qui pouvait les camoufler. Et c'est pas tous les êtres de notre planète qui peuvent les voir. Il faut être dans une certaine capacité à capter ces fréquences-là pour les voir, mhm, ou dans des conditions particulières. mhm. Mais il y Ok. a, il y a des relations, j'entends relations commerciales, relations, pareil, décisionnelles, mais il y a encore des contacts. Mhm. Bien. Maintenant, observe cette déviation qu'il y a eu de la Terre à un moment donné, que tu as mentionné plus tôt, notamment avec les mots technique, reproduction, caractéristiques, spécificité. Alors écoute, je vois que la Terre a vraiment subi voire même plusieurs cataclysmes Oui. liés à une planète qui est
Enfin, à l'époque, c'était pas une planète, c'était un gros, 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 très gros caillou qui est venu de loin, qui ne faisait pas partie de notre système solaire et qui a vraiment frôlé la Terre. Et il y a eu ça a chamboulé, il y a eu une inversion, comment on peut dire? La Terre Des pôles. oui, la Terre a basculé. Il y a eu un gros, gros, gros déluge. Pratiquement tous les êtres vivants de l'époque, ils sont presque tous passés. On est à quelle période? Écoute, j'entends 12 000. Ok. 12 000 à partir c'est moins 12 000 même. Moins 12 000, mais je réentends aussi à moins 7 000. Il y a eu plusieurs. En fait, cette comète est passée plusieurs fois, mais elle repartait en orbite et elle revenait à des périodes régulières. Il y a même eu avant qu'elle se stabilise, Qu'est-ce qu'il y a eu? il y a eu des passages où c'était plus tous les 50 ans, un truc comme ça. J'entends qu'il y avait un espèce de mini déluge du fait qu'elle passait très très proche de la Terre. Donc du coup, il y a eu à chaque fois, euh, je sais pas comment expliquer le basculement de la Terre, mais elle est passée tellement près que elle n'a pas percuté, hein, sinon on serait plus là. Mais elle est passée à vraiment très très proche, créant vraiment le déluge qu'on décrit dans pas mal de textes anciens, hein, en ravageant tout sur son passage. Et les inversions expliqueraient que La déviation. ouais, la déviation et les inversions, il y en a eu plusieurs. Je vois qu'à un moment donné, le soleil se levait comme nous en ce moment à l'est, qu'après il s'est levé plutôt à l'ouest. Pas vraiment l'ouest qu'on a nous, hein, mais c'était complètement inversé. Bien. Enfin bon, voilà, ça a foutu le bordel. Et du coup, quand c'est revenu comme aujourd'hui, on a gardé une forme de déviation qui fait que sur la Terre, les zones de glaciation n'étaient pas au même endroit. L'orbite de la Terre a changé et les pyramides avaient été construites avant. Donc du coup, il y a un décalage. Quel impact ça a eu avec la ceinture d'Orion, à part le fait que c'était plus aligné? On ne on pouvait plus utiliser la technologie qui était en place au niveau des pyramides de Gizeh. Quelle sorte de technologie? Alors, je vois des techniques énergétiques assez puissantes pour créer une source d'énergie très puissante. Dans quel but? Je vois un bouclier protecteur, mais je vois aussi la possibilité de pouvoir
communiquer avec d'autres plans. C'est même pas communiquer d'une planète à l'autre, c'est communiquer d'un... comment on peut expliquer ça? Donc pas d'une planète à l'autre, mais Alors, il y a cette reliance avec Orion, mais c'est plus lié à l'origine de ces êtres. Mais on peut communiquer d'un plan de la matière au subtil. C'est comme si on pouvait communiquer avec des plans plus subtils, avec cette technologie. Là, il y a plusieurs étages dans la grande pyramide Gizeh. Mhm. Il y a un étage où il y avait la technologie qui Oui, crée un champ électrique et magnétique. Il y avait vraiment les deux. Et aux étages au-dessus, oui. Qu'est-ce que on, tu pou- perçois? on pouvait, grâce l'utilisation de cette énergie et à la structure de la pyramide avec les petits... moi, je dis, ça me fait penser à des tunnels de ventilation, mais c'est pas des tunnels de ventilation. C'est c'est des orifices qui ont un, comment on appelle ça? Qui ont une inclinaison particulière et Mhm. qui Oui, permettent de pouvoir communiquer avec des, des strates plus subtiles. bien. Communiquer avec les âmes, en fait. Et aujourd'hui, est-ce toujours possible? Non, il y a pas Bien. il manque la technologie. Ou en tout cas, aujourd'hui, on peut plus l'utiliser. Il y a peut-être des personnes qui vont ressentir des choses, mais je pense pas que ce soit. Non, non, il manque cette technologie. Bien. Est-ce que les Il, pyramides, il manque ce savoir, en fait. Il manque la technologie et le savoir. Le savoir a été perdu. J'entends le savoir a été perdu. La connaissance a été perdue. C'était des initiés qui pouvaient faire ça. comment on peut récupérer ces connaissances? Peut-être avec des gens plus doués que moi. En tant que télépathe. Mais non, il faut pas Qui dire ont une, ça. qui ont une sensibilité vraiment accrue et qui ont déjà des connaissances solides par rapport en... il y a des choses, Donc la réponse, des c'est en mémoires, modification de conscience. On peut obtenir ce modification de savoir, conscience, ouais, pour retrouver les mémoires. retrouver les mémoires, se Ouais, rappeler. ouais. Hum. Et Donc, trouver la bonne... et rentrer en communication avec peut-être les êtres qui, à l'époque, pouvaient faire ça. donc le savoir n'est pas perdu Le savoir n'est pas totalement perdu. Dans la matière, oui, il est perdu. dans la matière. Mhm. Parce que c'est marqué dans les textes, mais il y a des textes qui ont été abîmés ou qui ont été détruits et volontairement détruits. Ou on va dire planqués. Mhm. Est-ce que les pyramides, suite à cette déviation de la Terre, sont alignées avec autre chose? Non,
c'est juste en décalage par rapport à ce qui avait été calculé à l'époque. Parce qu'en fait, la Terre, quand elle s'est retournée 2 ou 3 fois, ou même 4 D'accord. fois, elle s'est pas remise exactement dans la Mhm. position dans laquelle elle avait été dérangée, quoi. Tu vois. Mhm. Donc pas Ça, d'alignement avec... ça a changé un petit peu de quelques degrés. Du coup, il n'y a plus la même. Mhm. Ok. Allons voir dans l'Amérique du Sud, dans la jungle, ce qui n'a pas été encore dégagé, donc l'endroit où tu as mentionné qu'il y avait aussi des pyramides. Mhm. Comment tu les perçois là-bas? Alors, elles ont un style un peu différent, mais elles ont à peu près le même positionnement. Et la technologie un, est un tout petit peu est un petit peu différente parce que euh, c'est pas la même technologie. C'est un petit peu plus récent, mais guère D'accord. plus, hein. C'est le plus ancien, a priori, ça serait ce qui a été fait en Égypte. Oui. Et en Amérique latine, ça a été fait après. Ouais, ça a été fait après. Tu m'as parlé d'un dénominateur commun. Oui, Un archi- la race des architectes, c'était la même, Quelle est cette race? reptilienne. D'accord. C'est la même lignée, c'est la même lignée familiale. J'entends même le mot entre guillemets, hein, parce que il l'était pas, mais immortel. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le temps. Mais je vois une différence de plusieurs milliers d'années quand même, mais ils ont eu le temps parce que y a pas de souci pour eux. Il y Mhm. a, c'est un peu comme nos lézards, ils peuvent se régénérer, ils peuvent muer, ils peuvent donc, tant qu'ils avaient cette capacité-là, dans le physique en tout cas. Et ces pyramides aujourd'hui, donc est-ce qu'ils font quelque chose avec? Est-ce qu'elles servent à quelque chose? Pareil, alors nous, on les a pas retrouvées en tant qu'être humain. Elles n'ont pas été redécouvertes. Il y a il y a des personnes qui s'intéressent vraiment et qui vont peut-être dans pas longtemps pouvoir les découvrir, mais elles sont bien planquées, bien recouvertes. Bah, ça fait tellement de milliers d'années et t'imagines Mhm. le camouflage de la forêt tropicale, il doit y avoir des mètres et des mètres d'humus par-dessus. Mhm. Ouais. Oui. Et je pense que avec une technologie plus poussée, alors je pense on peut voir ça avec une technologie qu'utilisent les géologues, les choses comme ça. Il y a sûrement possibilité, mais c'est un peu comme si on voulait pas que ça soit découvert. Voilà, il y a une réticence mais bon, il y a des personnes qui s'y intéressent vraiment à retrouver tout ça. Mais la Mhm. technologie est pas la même. Dans, Amérique latine et ouais, Gizeh. entre Quelle est la différence? l'Égypte et la différence, c'est que le liquide utilisé pour créer cette énergie n'est pas le même.
Dans l'une, je vois l'eau. En Égypte, je vois l'eau, Oui. des canaux d'eau qui auraient été mis en place pour faire fonctionner des turbines, qui auraient alimenté et créé ces rotors qui fonctionnent à électromagnétisme. Et en Amérique latine, c'est un autre fluide beaucoup plus dense, beaucoup plus... C'est un métal, il est argenté, c'est liquide, c'est du mercure. Je vois du mercure. Pourquoi ils ont utilisé du mercure? C'était ce qu'il y avait. D'accord. Pas de raison Non, particulière? non, ils ont utilisé ce qu'il y avait sur place. Il y a des lacs de mercure, En Amérique latine? des bassins. Ouais, c'est des bassins. Je vois, c'est vraiment bien dessiné. C'est des bassins avec des canaux. Ça circule. Est-ce qu'il y a des êtres, il y a des entités là-bas? Il y a pas vraiment à ce niveau-là, parce que c'est vraiment camouflé. C'est sous terre? Ben, maintenant, c'est un peu sous terre, mais ça a été creusé, ouais, sous les pyramides, un peu comme il y aurait sous Gizeh. Il y a des choses en En dessous. souterrain. Ouais. Mhm. Ça a été fait un peu pareil. Je te dis, c'est les mêmes architectes, mais ils n'ont pas utilisé les mêmes matériaux. Est-ce qu'il y a des humains par là? Dans la Alors, zone? dans la Dans la zone, zone. il y a, je vois des équipes de chercheurs, un peu guidées par des gens qui habiteraient pas très loin et qui auraient un petit peu trouvé des choses, mais c'est pas encore bien connu. Mhm. Je les sens chercher, en fait. Ils savent à peu près où chercher, mais les officiels freinent des cas de fer pour pas que ça soit trop divulgué, en fait. Si Mhm. tu veux, les chercheurs autodidactes ne sont pas aidés. Oui. Il faut qu'ils fassent ça par eux-mêmes avec les moyens du bord et en Seul. faisant leur propre enquête, en questionnant un peu les gens qui ont l'habitude de vivre de la forêt, savoir s'ils n'ont pas trouvé des trucs un peu bizarres ou semblé des choses un peu bizarres dans la forêt. Voilà, Mhm. ils sont Je vraiment comprends. obligés d'enquêter. Bien. Bien. Magali, est-ce que tu as observé ou perçu durant cette session autre chose que tu n'as pas pu dire, que ça soit sur la ceinture de l'Orion ou autre part? Non. Euh, cette, cette comète-là qui a frôlé la Terre et qui a changé l'orientation à plusieurs reprises de la Terre, maintenant Oui. fait partie de notre système planétaire, système C'est solaire, c'est quelle planète? Vénus. D'accord.
Intéressant. Ça sera peut-être pour une autre investigation. Bien. J'entends Mars aussi, mais Mars était de notre système solaire. Mars a juste été gêné par l'arrivée de Vénus. Il y a eu ça a joué au billard là. Je vois une partie de billard. Là. Très bien. Billard à Très 3 boules. Ah bien, Magali. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras de retour dans ton état présent. 1. Tu te déconnectes de tout et de tous et reviens totalement dans ton corps. Ton espace est propre et toi tu es propre. Tu élèves tes fréquences à des niveaux maximaux et optimaux de vie. 2. Ton corps commence à devenir plus léger et plus fort. Tu arrives à le bouger avec plaisir et avec aisance. Tu te sens de mieux en mieux, tu te sens heureuse, tu te sens détendue, tu te sens bien, très 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 bien. Et 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Wow, rempli d'infos, cette session. Comment tu te sens? Je crois que je suis encore un peu... T'as vu beaucoup de choses, hein? Ah, ça va. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.